Salut, bienvenue à ici London. Aujourd'hui, on va parler du Royaume Congo, les faits historiques qui ont occasionné son apogée et son déclin. Et à ces propos, nous recevons Mariano Pita, qui est le vice-président de la coordination des ressortissants du Bas-Congo, aujourd'hui le Congo central, au Katanga. Et il va nous donner quelques éléments sur le Royaume Congo. Salut Mariano Pita. Salut. On connaît les royaumes Congo selon les archives déjà vers les années 1482 quand l'explorateur portugais Diego Cao a découvert la source de l'embouchure du fleuve Congo. Oui, effectivement, déjà en 1482, quand le portugais Diego Cao est arrivé dans l'embouchure du fleuve Congo, il a découvert l'embouchure du fleuve, il a surnommé même le nom de Zaïre, l'origine du nom Zaïre. Et il a lié des liens avec le royaume Congo, ils ont commencé à échanger, à faire le commerce ensemble, ce qui fait que ça a même abouti aux échanges au marché des esclaves. Néanmoins, ils ont découvert un État ou un royaume très puissant, bien organisé et démocratique. Donc déjà à l'époque, 1482, bien avant l'arrivée de l'homme blanc, il y avait déjà un État puissant, établi, avec des bases, des structures. Oui, effectivement, le royaume Congo était bien... Malheureusement, on n'a pas des archives qui peuvent nous permettre de savoir quand est-ce que et comment, mais néanmoins, quand le portugais est arrivé, avec l'écriture évidemment, on a écrit, on a mis sur archives déjà que l'État ou le royaume était bien organisé et c'est l'actuel, malheureusement ça a été démantelé, l'actuel nord de l'Angola, le Congo central de la RDC, le sud de Congo-Brazzaville et une partie du Gabon. On sait que c'était la tradition orale à l'époque qui prédominait dans la plupart des sociétés du royaume du Congo, en Afrique en général. Je crois que c'est pourquoi il n'y a pas trop d'archives, pardon. Mais les Portugais, je pense que parce que étant les premiers Européens à fouler la terre du royaume Congo, je pense qu'ils ont des archives aussi. Il devrait y avoir des archives. Oui, d'abord en parlant de la tradition orale, vous savez, nous avons beaucoup de choses qui sont restées jusqu'à aujourd'hui, entre autres notre culture, la culture Congo et les traditions. Il y a des faits qui aujourd'hui nous le faisons, mais les gens ne savent pas ou savent pas que ça a commencé déjà à l'époque. Donc quand on fait le Kinzondi pendant le mariage, s'il y a des palabres pour des problèmes... Kinzondi, c'est les palabres en fait. Les palabres, oui. Quand ici, c'est retrouvé sous l'arbre. Je vous donne un exemple. Donc c'est une organisation. C'était peut-être à l'époque, c'était un règlement, une façon de conduire les choses. Donc c'était une manière d'arranger, de s'organiser que le Congo ont adopté. Donc malheureusement, c'est comme tu le dis, il n'y a pas eu de documents, d'archives qui peuvent nous bien spécifier. Les Kinzondi, c'est l'une des valeurs. On va en parler quand on va en parler des valeurs Congo. Mais quel roi? Parce qu'il y a eu plusieurs rois qui ont conduit à l'apogée du royaume Congo, mais aussi les rois Tinumwene. Je pense que les royaumes Congo, selon ces archives, c'est les rois Tinumwene qui a créé, qui a fondé même les royaumes Congo. Oui, l'archive nous démontre que c'est Tinumwene ou le Manikongo qui était le grand ou le fondateur. Les Mani savent dire seigneur. Le seigneur du Congo, oui. Lui, il était le fondateur du royaume Congo et il est dirigé avec ses notables, entre autres, ce qu'on a dit, les 3 piliers qui constituent le royaume Congo. Donc il y avait 3 clans principaux. C'est-à-dire qu'ils divisaient le royaume en 3 clans et chaque clan avait une responsabilité bien déterminée. Donc nous avons le Nempanzu, le Nzinga et le Nzensako. Les Nempanzu, c'était plus des forgerons, ils s'occupaient de tout ce qui est fabrication des outils de champs tels que nous, haches et consorts, et aussi les outils de guerre.
c'est-à-dire qu'il tenait en quelque sorte l'armée et l'économie, parce que la roue c'était l'outil de l'économie. Pour l'agriculture. Nous avons le Nzinga, les Nzinga, c'était plus de gens qui, pour la gestion, pour les finances, pour l'administration, c'était des gens très doués dans la comptabilité qu'on sort. Donc on avait plus confiance à eux parce qu'il y avait une transparence, une honnêteté qui est en vertu du peuple Congo. Et finalement nous avons le Tsakou. Le Tsakou c'était plus des gens qui qu'on connaît comme des organisateurs politiques, comme des gens qui avaient le spiritualisme, qui motivaient, qui évangélisaient, qui donnaient des conseils. Les harangueurs de foule. Les harangueurs de foule, voilà. Et il était toujours là, aux côtés du roi, pour lui donner certaines directives, pas directives, donc conseils, comment s'y prendre. Et c'était lui qui organisait les obsèques en cas de décès, ou l'élection, encore s'il faut élire un roi. Donc les rois au royaume Congo c'était pas une succession matrilinéaire, ils commençaient à être élus en fait, de façon démocratique. En fait, c'est ça la puissance du royaume à l'époque, parce que eux, c'était pas une succession de père en fils, c'était une organisation démocratique. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un roi mort, il doit avoir l'élection, on devait élire un nouveau roi. Et ces rois devaient passer au vote de notables. Ce n'était pas le vote populaire comme on fait aujourd'hui. Donc les notables du royaume devaient venir élire le roi pour qu'il passe. Donc il n'y avait pas de succession de père en fils comme on voit dans d'autres, tels que l'exemple du royaume, l'Empire Lunda, où les Moitiaves de l'époque ancienne existent et sa lignée continue à exister. Donc, père en fils, en fait. Père en fils, chaque fois qu'il y a un roi. Une succession, affiliation sanguine, en fait. Exactement, oui. Mais qui n'est pas le cas avec le royaume Congo, où on votait. Même si le roi propose son fils, il devait être élu, il devait être accepté par les notables pour qu'il continue à gérer. Ça, c'est très intéressant. Déjà, à l'époque, les royaumes avaient déjà une structure démocratique. Ça ne créait pas le problème au niveau de la gestion? Non, il y avait des gens, je ne sais pas moi, comme j'ai dit, les trois piliers là, il y avait des tâches bien spécifiques. La gestion, côté finance, on savait que c'était déjà des gens qu'on formait dès le départ, qui étaient un peu innés à faire la gestion, à finance et administration. Et le Nzinga, l'Impanzo, c'était des gens d'office. On savait que c'était des gens qui étaient aguerris comme des guerriers, comme les forgerons, ils avaient leur spécialité. Donc c'était un peu comme lèse-majesté, toucher à quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Quoi. Chacun avait ses spécificités. Donc les Tsakou aussi avaient leur, oui. Donc un Tsakou, quand on dit qu'un Tsakou ne doit pas postuler, si tu mens et que tu es un Tsakou, tu postules, je crois que tu auras des problèmes avec sa communauté. Donc c'était des gens qui respectaient leur tradition, leurs lois et respectaient leurs coutumes. Donc on ne pouvait pas mentir, on ne pouvait pas faire le contraire. Selon certains archives, les royaumes Congo s'étendaient jusqu'au Cameroun. C'était quand même vaste. Oui, au fur et à mesure que le royaume, comme on a dit, le royaume était puissant, et au fur et à mesure qu'ils géraient bien, ils extrapolaient un peu leur territoire. Donc ils sont arrivés au niveau du Gabon, et la tendance était effectivement d'arriver jusqu'au Cameroun. Donc malheureusement leurs archives ne nous donnent pas de confirmation dans tout ça. Mais c'est que vrai, quand vous allez au Cameroun, il y a des gens qui ont la culture du Congo, tels qu'avec le Kwanga, et ils ont la même chose, hein, bien que c'est un peu petit, mais ils ont adopté, c'est-à-dire que quelqu'un, il y a des gens qui sont arrivés vers cet endroit-là. Donc on voit, comme vous avez vu, le petit Congo est là, le Congo central, l'un des cinq Congo central qui s'étend même jusqu'au Kwango Pulu, et dans le le nord de l'Angola. Mais qui fut le roi qui a amené à l'apogée du royaume Congo? On nous cite Afonso Ier, on nous cite Nzingankuvu. Là aussi, c'est pas trop précis. Et je crois que c'est Nzingankuvu. Nzingankuvu a fait des choses un peu fantastiques parce que c'est lui qui a fait des accords un peu plus de grands accords avec les Portugais. La preuve est que lui-même s'est converti en christianisme.
Donc il a envoyé son fils au Portugal pour faire les études et finalement c'est son fils qui restera là comme ambassadeur. Il a changé les noms. Il a été baptisé pour devenir finalement Alfonso Ier. Alfonso Ier. Ah oui, Portugal. Et les archives nous démontrent aussi que le pape était très intéressé à ce royaume et il a demandé à ce qu'il soit représenté au Vatican. Et c'est comme ça que le roi Nzingaki a pris son ailier qui est Ntsaku Nevunda, qui s'appelait Antonio Emmanuel, qui a fait le voyage pour aller jusqu'à Rome. Donc ça c'est déjà vers 14e, 15e siècle. Donc selon le même archive, il fut le premier ambassadeur noir à représenter un pays noir ou un État noir. En fait, Antonio Emmanuel Ntsaku Nevunda fut le premier Africain. Moi je parle même d'Africain parce qu'il était le premier Africain à représenter l'Afrique. À l'époque, il n'y avait que deux étrangers. Il y avait un Japonais et un Africain. Et cet Africain, c'était Antonio Emmanuel Ntsaku Nevunda. Donc là, il ne représentait vraiment pas le Royaume Congo, on peut dire qu'il représentait le continent. Parce qu'il n'y avait aucun représentant du continent à Rome, au Vatican. Donc il avait une tâche énorme quand même. Là. Et aujourd'hui, si vous allez à Rome, à Sainte Maria Maggiore, vous allez voir les statues de Ntsaku Nevunda est là, même il a été en civil là-bas, il a été enterré là-bas. Il est mort à Vatican. Il est mort à Vatican et il est enterré là-bas. Son statut, le pape a ordonné à ce qu'on érige une statue pour lui. Mais c'était pas facile pour lui. À l'époque déjà, c'était déjà la période de la traite négrière. Déjà un noir, déjà comme ambassadeur à Vatican. Et c'était pas facile pour lui. Je pense qu'il a fait face à beaucoup de challenges. Oui, il a eu des difficultés, mais puisque pour atteindre Rome, c'était pas facile. Donc on devait déjà vraiment le féliciter, parce que le bateau qui quitte le Royaume Congo pour aller à Rome directement, ça n'existait pas. Donc c'était les bateaux des négriers, c'était le bateau des esclaves. Donc il a pris le même bateau que les esclaves, ses frères esclaves noirs, qui allaient de l'autre côté de l'Amérique du Sud, entre autres au Brésil. Et en cours de route, il a été attaqué par des pirates qui trouvaient très mal un noir libre voyage dans de bonnes conditions. Bénéficier de tous ces privilèges. Exactement. Et alors après, le Brésil, il a fait l'Espagne. Il devait attendre, le bateau devait faire l'Espagne. Il a continué son voyage vers l'Espagne, mais tellement qu'il était malade, il était attaqué, il était malade, il devait se faire soigner en Espagne. Après le traitement, il a continué son voyage vers Rome. Malheureusement, à l'arrivée aussi, il est tombé malade. Donc ce qui fait qu'il a quand même souffert pour atteindre son objectif. Et c'est comme ça que le roi, le pape à l'époque, a donné l'ordre qu'il soit enterré avec des bons funérailles, et surtout ériger un monument en sa mémoire. En sa mémoire, et qui existe jusqu'à aujourd'hui dans la forteresse de Sainte Maria Maggiore. On voit avec ces commerces triangulaires les citoyens du royaume Congo dispersés à travers le monde, et c'est la culture qui va, ils expriment leur culture, là ils vont, et je crois que ça s'exprime même aujourd'hui dans la plupart des pays d'Amérique latine. Effectivement, comme je vous ai dit, les bateaux, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis du royaume Congo vers le pays de l'Amérique, et avec eux ils ont amené beaucoup dans leur bagage, bien qu'ils étaient dépouillés, ils ont amené leur culture, ils ont amené leur tradition. Et je me rappelle, en suivant une recherche faite par un Portugais ou un Espagnol qui voulait savoir l'origine de la danse tango, et parce que pour lui, comment dirais-je, le rythme. Le rythme, non seulement le rythme, mais le nom déjà et la façon de danser de ces gens qui ont quitté l'Europe pour aller vers l'Argentine. Ils ne dansaient pas comme ça en Europe. Donc, brusquement, ils arrivent en Argentine, ils commencent à développer une danse venue de nulle part. Les Incas ou les indigènes de l'époque qui étaient là, les Aztèques, et ils ne dansaient pas non plus comme ça. Mais d'où ça venait? En faisant des recherches, on a d'abord découvert que l'Argentine c'était un pays des Noirs aussi, mais malheureusement qu'on ne voit plus aujourd'hui. Donc
qui ont été exterminés. Et de deux, et il a compris que il y avait deux danses, deux musiques ou deux danses, c'était le tango et le ndombero. Et le ndombero n'a pas beaucoup émergé, mais le tango par contre a pris de l'ampleur. Au fait, le tango c'était la danse des esclaves qui, au moment où on les libérait pour aller se reposer, et on leur donne le temps de s'amuser, de boire. Donc, ce qui s'appelait qu'il était le temps, donc on lui dit en Kikongo, le tango, il faut aimer. Donc le temps est arrivé pour qu'on se repose, pour s'amuser, pour danser. Et c'était la danse qui dansait là, on appelait ça tango, et puis ça changeait un peu de l'appellation, disons la prononciation tango, c'est une tango. C'est tango, je veux dire les temps en fait. Le temps, oui, le temps de se recueillir, de s'amuser, de se reposer. Et les ndombeo, ça vient du mot ndombe, oui. L'homme noir. Oui, au fait, oui, Candombero. Donc c'était un peu qu'on dénigre quelqu'un qui danse, il dit, mais voilà, il fait le noir. Il fait le noir. Il fait le noir, il fait les nègres. Donc c'est les noms qu'on a donné à une autre danse que les autres dansaient. Ils dansaient le ndombero et les autres dansaient le tango. Donc il y a deux danses qui proviennent de l'Argentine et qui aujourd'hui est patrimoine national programmé par l'UNESCO comme une danse argentine, alors que c'est une danse Congo. Je pense qu'il y a des salsas aussi. Hein. L'un des fondateurs, ou les fondateurs des salsas, il est ici, c'est Arsène Dominguez, je crois. Oui, c'est au niveau de Cuba, là. Oh, c'est à Cuba, oui. Il y a un fondateur, c'est lui qui a fait de la musique salsa. C'est lui qui a hérité de cette tradition de ses aïeux 300 ans avant. Donc quand vous l'écoutez, vous entendez que c'est vraiment d'abord le rythme, le tam-tam de tout de manière anglaise. Donc et lui-même dit que c'est une ngomba, bien qu'il parle l'espagnol, mais quand il crie, ils font des cris de pousse à ngomba, donc vous sentez que c'est la musique. C'est intéressant. C'est la musique congolaise, la musique du Congo. Donc, ce sont des choses que nous devons comprendre et supporter parce que c'est quand même l'héritage. Parce que si aujourd'hui le tango est collé à l'Argentine, ça n'a rien à voir avec le Royaume Congo, ça n'a rien à voir avec le petit Congo. Le salsa aussi, c'est mieux que ce soit des choses que l'UNESCO peut reconnaître et coller ça à notre tradition, ça sera très intéressant. Wow, c'est vraiment intéressant, hein. Il y a des histoires qu'on découvre sur le Royaume Congo. Il y a aussi, j'ai lu quelque part, où l'acte d'indépendance d'Haïti a été écrit en Kikongo. Oui. Certains disent que non, voilà, les archives ont été conservées quelque part, c'est pas trop public, mais cet acte, c'était les Noirs qui ont revendiqué, les Noirs qui sont issus, leurs ancêtres sont issus du Royaume Congo. À ce que je sache, l'Haïti est le premier État noir à être indépendant. Donc si la majorité de ces peuples-là venaient du Royaume Congo, c'est tout à fait normal que leur acte soit écrit en leur langue. Donc ce qui fait que si cette archive nous démontre qu'on a écrit ça en Kikongo, ça signifie que la culture Congo est là en Haïti. Et c'est la même chose avec la Jamaïque. En Jamaïque, vous allez voir des gens qui se réclament Congo. Oui. Ils se réclament Congo parce qu'ils ont appris qu'ils viennent du Royaume Congo. Donc ce sont des archives ou plutôt des traditions, je dirais même plus comment on appelle ça encore, des valeurs que nous devons vraiment examiner et surtout conserver. Et plus tard, parlons de l'Angleterre, parce que nous sommes ici en Angleterre. Plus tard, il y aura des jeunes qui sont venus de ces territoires du Royaume Congo. Ça, c'était vers le 19e siècle, pour venir étudier ici, notamment au pays de Galles, où il y avait un institut congolais, où les étudiants, les jeunes venus notamment du Royaume Congo, de l'ancien l'ex-Royaume Congo. À l'époque, c'était déjà devenu l'État indépendant du Congo. Les Belges avaient déjà occupé les territoires, ils ont supprimé le royaume. Ils continuaient toujours à venir. Et là où ils allaient, nous-mêmes, nous avons fait un documentaire d'ailleurs, publié sur ici, Londres. Nous sommes allés visiter même les tombes de ces jeunes étudiants qui sont venus ici en tant qu'étudiants. Ils exprimaient toujours leur culture. Certains, selon les habitants
de ces villages, là où on était allé, ici au pays des Galles, où il y avait même des écrits qui présentaient ces jeunes-là exprimant leur langue qui était proche d'un des royaumes Congo. C'était ni l'anglais, ni le français, mais c'était un peu le petit Congo. En fait, c'est quand même intéressant. Oui, en fait, nous avons beaucoup à chercher, hein, parce qu'il y a toujours des vestiges du peuple Congo à travers le monde aujourd'hui. Donc, s'il faut continuer à extrapoler un peu ce que vous dites, là, j'ai même appris que dans ce groupe, il y a même des gens qui ont été transférés en Australie, je crois. En Australie donc, pour aller étudier la médecine. La médecine, oui. Donc, déjà là, on arrive dans les années où Stanley comment ça veut dans 1800 et quelques. Donc là, au moins, c'est en quittant plutôt Emmanuel Vunda, et 1800, ça fait 400 ans après. Donc ils ont ramené certains jeunes pour une formation en Angleterre, et c'était à l'Institut Congo. L'Institut Congo. Alors là, les archives sont là, et je crois que ça sera notre conclusion pour qu'on essaie un peu de conserver ça, de récupérer et de comprendre comment ils sont arrivés et où ils sont-ils, qu'est-ce qu'ils ont fait, pour que nous ayons quand même, c'est notre histoire, qu'on sache comment continuer leur héritage. Restons dans les valeurs du royaume. Quelles sont les spécificités même du royaume sur le plan valeur, les spécificités des valeurs au Congo? Le royaume Congo, comme vous dites, on ne peut pas dire qu'il y a une spécificité. C'est une organisation. Une organisation évidemment économique, sociale, politique, spirituelle existait. Donc s'il faut parler un peu d'ethnie comme on a subdivisé, vous allez voir le Tsakou. Le Tsakou, dans le clan des Tsakou par exemple, ils se sont spécialisés en spiritualisme et en politique. Donc vous allez voir que souvent les gens qui sont les descendants du royaume du clan des Tsakou sont des gens qui expriment beaucoup de spiritualisme, qui n'a rien à voir surtout avec la religion de l'extérieur. Donc avant que le christianisme arrive, ils savaient déjà comment prier, ils avaient une organisation, ils avaient des gens qui étaient chargés du spiritualisme, qui étaient à côté du roi, pour lui donner des conseils en ce qui concerne le spiritualisme et surtout le politique. Donc le hasard a fait que la même chose était faite ici, où le roi avait toujours un évêque, un monseigneur catholique à côté de lui. Donc à l'époque déjà, le roi Congo avait quelqu'un qui était à côté de lui, qui n'était pas catholique, il était quelqu'un issu de la religion du royaume Congo. D'où est tiré, je crois, l'ékimbangisme. Bon, l'ékimbangisme, c'est ça que j'ai dit. Il y a des choses qui sont innées. Si vous êtes de cette lignée, ça peut vous venir, et tel que le prophète Simon Kimbangu, donc il doit être de la lignée d'Ensako, et c'est comme ça qu'il fait la religion, et vous allez avoir à côté, il stimule aussi les gens à faire la politique, à s'engager pour la liberté. Ce sont des faits politiques. Donc c'est des attributions qu'on donnait au Ntsako, aux membres de l'Ntsako. Le spiritualisme et la politique, ça devait aller de pair. C'est similaire avec Bundu Dia Congo aujourd'hui? Je crois dans ce sens-là. Donc comme Bundu Dia Congo, je crois que si on vérifie peut-être aussi certains Ntsako, donc ils développent le spiritualisme, et comme ça doit motiver la population, le peuple et la politique aidant, et ils mélangent, et ça va de pair, comme ça que ça va la tradition au Congo. Comment est-ce que le royaume a connu des déclins? Parce qu'il y a des divergences de vues sur le plan des éléments qui ont amené au déclin du royaume. Au fait, quand le roi continuait à étendre et à développer des relations, surtout avec le Portugais, ils ont accepté. Évidemment, au début, c'était un simple commerce. Et après, on est allé au trait des esclaves. C'était une domination, en fait. Une domination, et finalement, et quand ils ont accepté le christianisme, donc c'est comme s'il a ouvert quelque chose qui a détruit tout ce qu'on avait comme valeur morale, valeur spirituelle, valeur de nos aïeux, quoi. Donc c'est un peu comme on a adopté le christianisme, beaucoup de choses
Vaporé. Et on dit aussi, c'était aussi la bataille d'Ambuila, où les rois Antonio, je crois, a trouvé la mort. C'était une bataille en Angola contre les Portugais aussi. Ça aussi, quand le roi Antonio est décédé, durant cette bataille, c'est là où ça a continué. C'est l'un des éléments aussi qui a amené au déclin du royaume. Oui, ça aussi parce que maintenant, quand le roi, c'était à l'époque d'Antonio Ier, ils se sentaient menacés, les Portugais voulaient à tout prix conquérir le territoire. Et ils ont envoyé les militaires. Bon. Il y a eu une égalité de force parce que les Portugais venaient avec des armes à feu, et ils ont des lances. C'est ça qui a fait que le roi, étant dans le champ de bataille, est tombé aussi. Et ça a donné la domination. Plusieurs figures qui ont été aussi tuées, notamment Kimpavita, et qui c'est aussi ça qui a amené. C'était une figure de lutte pour l'émancipation des citoyens du Royaume Congo. Oui, vous allez être surpris que Kimpavita, c'était une jeune dame, devait avoir moins de 24 ans là. Mais il a compris qu'il y a eu quelque chose de pas normal dans le territoire. Alors elle s'est révoltée pour stimuler les gens à ne pas accepter l'ordre établi par les Portugais. Et il s'est battu pendant que les hommes n'arrivaient pas, mais lui, il osait dire tout haut, il motivait les gens à se battre. Et quand on l'a arrêté une fois, il a dit non, moi je vais mourir, mais je vais revenir. Cette fois-là, je serai comme un homme pour vous combattre. Aujourd'hui, je suis dame, mais je meurs, je reviendrai comme un homme. Et elle a été brûlée avec son enfant dans le dos. Oh là là. Merci Mariano Pita. Je rappelle bien, vous êtes ici, vous êtes à cheval entre le Royaume-Uni et je dirais pas les Royaumes Congo, entre la République démocratique du Congo. Vous êtes à cheval pour des raisons professionnelles et familiales. Et à chaque fois que vous serez ici, nous allons toujours vous approcher pour nous donner des éléments sur les Royaumes Congo. Et je rappelle, vous êtes le vice-président de la coordination des ressortissants du Bas-Congo. Aujourd'hui, c'est le Congo central, donc au Katanga. Vous résidez au Katanga. Merci pour votre temps. Merci aussi à vous. Vous étiez nombreux à nous suivre. Et quant à nous, ici, London, c'était spécial Royaume Congo. C'est toute une série sur le Royaume Congo, sur des personnalités, non seulement du Royaume Congo, mais de la République démocratique du Congo. Au revoir, nous allons nous retrouver lors de notre prochaine émission.